Dimanche 26 mai 2019, bienvenue. Avec nous Yamar Samb, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et Dr Khadim Bamba Diagne, directeur scientifique de l'AREM, laboratoire de recherche économique et monétaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le dialogue politique est convoqué la semaine prochaine. Les thèmes de référence adoptés avec des réserves, l'opposition significative regroupé autour du FRN, le Front de résistance nationale, n'a pas pris part à la première réunion, dit-elle, parce qu'elle n'était pas prête pour cela. Il fallait qu'elle se concerte pour adopter une position commune. Le dialogue donc est lancé, le processus est élaboré. Alors certaines franges de la société sénégalaise avec les acteurs culturels, des religieux, demandent à être associés au dialogue. Faut-il limiter le dialogue aux seuls politiciens ou l'ouvrir à toutes les franges de la population? Khadim Bamba Diagne. Merci beaucoup Alassane, et je salue Yamar ainsi que les auditeurs. Alors, moi je me pose toujours la question sur quoi on va dialoguer, parce que au Sénégal on a un problème, parce qu'il y a une opposition parlementaire. L'opposition parlementaire n'a pas les mêmes intérêts que l'opposition, en fait les derniers opposants de l'élection présidentielle de 2019. Et on parle de dialogue politique. Moi, je suis sûr et certain que les khalifistes vont venir pour la libération de Khalifa Sall. Le PDS va venir pour la libération de Karim Wade. Le pouvoir veut renvoyer encore les élections locales. Pour ces trois partis-là, et ce sont les partis présents, sont les partis les plus représentatifs à l'Assemblée nationale, il peut y avoir un dialogue politique. Mais pour le reste, la coalition de Idrissa, la coalition de Sonko, je ne vois pas leur intérêt sur ce dialogue-là. Parce que le problème, en réalité, c'est quoi? Ce n'est pas le fichier, parce que je n'ai pas entendu encore un homme politique critiquer le fichier sérieusement, avec quelque part des données techniques et réelles. Il n'y a pas encore un problème sérieux sur le parrainage, parce que les hommes politiques ont vu que le parrainage a permis au moins en 2019 une visibilité des programmes des candidats, mais aussi une campagne extrêmement intéressante. Maintenant, on va dialoguer sur quoi? Je ne sais pas. Moi, je pense que le pouvoir veut juste renvoyer les élections locales, et pour cela, il faudra qu'il cède sur un certain nombre de points. L'opposition parlementaire a besoin de la libération de certains prisonniers, qu'on dit prisonniers politiques. Mais à part ça, je ne pense pas que c'est quelque chose qui intéresse les Sénégalais. On a des sujets extrêmement intéressants, et je pense qu'on va en revenir tout à l'heure, sur le plan national, qui méritait vraiment un dialogue serré, sérieux et franc, mais pas vraiment sur les questions politiques. Oui, vous avez le même avis, Yamar Samb? Tout d'abord, merci beaucoup Alassane Samba Diop pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs de e-radio, également mon collègue Khadim Bamba Diagne. Alors, moi, avec le dialogue, comme Khadim, j'ai un problème. Je crois que les Sénégalais également ont beaucoup de problèmes par rapport à ce dialogue. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un dialogue politique ou d'un dialogue national. Parfois, on entend, y compris parmi les autorités de l'État, nous parler de dialogue national. Le lendemain, les mêmes vont nous parler de dialogue politique. Donc, je crois que le problème préalable, quand on parle en juriste, on pourrait dire la question préjudicielle à régler, c'est de dire sur quoi on est d'accord. Est-ce qu'il s'agit d'un dialogue politique, auquel cas, nous, Sénégalais, nous autres, on nous laisse vaquer à nos autres occupations et ne prêter aucune attention à ce qui va se dire, puisque en réalité, le problème des politiques n'intéresse que les politiciens, lesquels problèmes sont en général très décalés, voire très éloignés des problèmes véritables des Sénégalais. Ou s'il s'agit de dialogue national, qu'on permette à tous les Sénégalais, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions politiques par ailleurs, qu'on permette aux corps constitués, aux religieux, aux sportifs, aux acteurs culturels, aux universitaires de venir et de dire leurs mots. En soi, moi, l'idée de dialogue ne me pose aucun problème. C'est toujours mieux de dialoguer que de ne pas le faire.
Mais l'on se rappelle qu'en 2016, un dialogue a été convié, organisé. On a vu toute la mise en scène à l'époque. Et je crois qu'à ce jour, que ce dialogue d'alors a accouché d'une souris. Donc aujourd'hui, on reprend les mêmes, on recommence. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Je crois qu'il serait salutaire qu'on nous dise c'est quoi le dialogue, est-il national ou est-il politique, pour que chacun, selon son intérêt, selon ses opinions, puisse savoir s'il devrait y prendre part ou pas. Mais en réalité, comme l'a dit Khadim, moi je ne suis pas d'accord pour dire que l'opposition parlementaire n'aurait pas intérêt, parce que le parrainage, s'il n'a pas posé de problème dans son principe, dans sa mise en œuvre, il y a eu beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Donc, je crois qu'il est dans leur intérêt, si ça devait être un dialogue politique. Et je rappelle par ailleurs que lorsque le parrainage a été voté, le président de la République avait dit à qui veut l'entendre qu'il pourrait faire des concessions sur, par exemple, le pourcentage, le nombre de signatures. Et l'on se rappelle que l'opposition n'avait pas voulu discuter avec l'autorité pour l'amener à faire des concessions pour que le plus grand nombre de candidats puissent être en mesure de recueillir des signatures. Donc, outre le parrainage, il y a beaucoup d'autres problèmes politiques. Le fichier, on parle de problème de sincérité. Je crois que pour les questions que politiques, il y a matière à dialoguer, parce que incidemment aussi, l'homme politique que l'on choisit, les parlementaires qu'on amène à l'Assemblée nationale, incidemment, auront un impact sur la prise en charge des problèmes des Sénégalais. Puisque le but de l'action publique, finalement, c'est la prise en charge des actions de l'intérêt des Sénégalais. Et de l'autre côté, s'il s'agit d'un dialogue national, là, ce serait beaucoup plus intéressant, à mon avis. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, est un carrefour de tensions, de problèmes, de choses qui mériteraient que les gens s'assiedent, se parlent pour véritablement déboucher sur des solutions durables. Oui, le public se demande est-ce que ce n'est pas encore une sorte de bis répétiteur, parce qu'on a eu un dialogue en 2016 dit national, après on a vu que les résultats n'ont absolument rien donné, il y a eu des assises nationales aussi au Sénégal qui ont été organisées avec des résultats, tout ça rangé au tiroir. Au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond? Vous savez, à chaque fois qu'un homme politique prend une décision, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe derrière la tête de cet homme politique-là? Il faut toujours être, je dis, dans la tête du tueur, quoi. Et parfois, les hommes politiques essaient toujours de régler leurs problèmes du moment. Mais si vous regardez les assises nationales, ça a duré des mois, voire des années. C'est un travail sérieux. Un travail, on ne peut pas appeler au dialogue pour 24 heures, 48 heures. Un dialogue, c'est un travail, c'est un processus. Parce qu'il faudra qu'on fasse en fait la politique du bottom-up, c'est-à-dire qu'on remonte, on fait les études, on remonte et ainsi de suite jusqu'au sommet avant de prendre les décisions. Mais on se lève un bon jour, on fixe un jour, dialogue, on vient, on parle, après, voilà, après tout le monde part. Ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui empêchait aux hommes politiques de dialoguer? Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est les conséquences de la non-participation du Parti démocratique sénégalais et des khalifistes à l'élection présidentielle de 2019. Parce qu'en réalité, il y a une opposition à Macky Sall en 2019. Il y a aussi une autre opposition. Ces opposants-là n'ont pas les mêmes intérêts. C'est le grand problème. C'est-à-dire qu'autant on savait que l'opposant de Abdou Diouf, c'était Abdoulaye Wade, c'était clair. Le débat, dans tous les pays du monde, on sait le parti qui dirige, on sait les opposants. Ici maintenant, le problème fondamental, c'est ça. Et Abdoulaye Wade disait avant l'élection présidentielle de 2019 qu'il va saboter. Mais après, il s'est tué jusqu'à présent. Mais personne ne lui a demandé pourquoi Abdoulaye Wade s'est tué. Qu'est-ce qui se passe? Et s'il se lève un jour, après l'élection, pour dire que je vais participer au dialogue, mais ça montre qu'il y a quelque chose d'autre. Moi, je pense que, comme on avait organisé le dialogue en 2016, la seule conséquence, c'était la libération de Karim Wade. Point barre. Point barre. On n'a pas besoin, on n'a pas ce temps à ça. Je pense qu'on doit libérer Khalifa ou Karim, ou bien décaler les élections locales. On n'a qu'à le faire. Maintenant, le Sénégal, gérer un pays c'est du sérieux. On a tellement de problèmes qui méritent vraiment un travail, un dialogue sérieux, un dialogue vraiment très sérieux dans ce pays-là. Il y a des problèmes partout. Partout. Et l'homme politique, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige.
on a besoin de la pédagogie de l'exemple. Et parfois, ce sont ces hommes politiques-là qui créent beaucoup de problèmes. À partir de ce moment, si l'homme politique crée des problèmes, on aura du mal à régler certains problèmes au niveau de la base. Moi, je pense que ce serait juste encore un dialogue de plus, mais je n'entends absolument rien qui impacte sur le comment vouloir de vivre commune ou bien sur la qualité de vie des Sénégalais, sur quelque chose qui arrange quelque part où il y a un intérêt national. Il peut y avoir un intérêt politique pour certains, mais pas même pour tout le monde. Parce que quand on a le fichier électoral, les hommes politiques ont cette habitude. Moi, j'ai fait une étude sur toutes les élections au Sénégal. Je n'ai jamais vu une élection au Sénégal. Les mêmes reproches qu'on a fait à Macky Sall en 2019. Si vous lisez mon livre en 93, c'était les mêmes reproches qu'on avait fait, mot pour mot. Et je me suis dit que j'ai vu que c'est les mêmes opposants même de Abdou Diouf en 93 qui étaient les opposants de Macky Sall. Mot pour mot. À un moment donné, c'est pour vous dire que l'homme politique sénégalais aussi n'évolue pas. L'homme politique sénégalais n'évolue pas. Et c'est pour cela qu'on va en discuter le point de Atepa, des hommes comme Atepa qui ont voulu être candidats, qui ne sont plus candidats et qui continuent à proposer. Ça, c'est magnifique. Il faut que l'homme politique aussi évolue. On ne peut pas avoir les hommes politiques de 1960, 1970, où tout ce qui se passe là-bas, c'est pas bon. Et un pouvoir aussi qui pense que tout ce qui vient de l'opposition aussi, on doit dépasser ça. Le Sénégal est plus grand que ça. Mais je pense qu'on va nous appeler juste pour un dialogue politique avec des hommes politiques. Chacun va venir avec ses propres intérêts, les intérêts de son parti. Il va poser les intérêts de son parti. Il va partir avec satisfaction ou non satisfaction. Oui, c'est la question que les Sénégalais se posent. Pourquoi dans ce pays, il n'y a plus de consensus fort autour de l'essentiel, compte tenu de ce qui nous entoure dans la sous-région, des crises multiformes que traverse la société sénégalaise aujourd'hui? Il n'y a pas de consensus fort parce que justement les gens ne se parlent pas, mais ne se parlent pas avec sincérité. Khadim Bamba Diagne a bien raison de dire que le dialogue, lorsqu'il est politique, il est souvent politisé. Il est souvent politisé et par conséquent, il ne peut pas y avoir de consensus parce que les hommes politiques par nature n'arrivent pas à avoir réciproquement une confiance entre eux. Et par conséquent, il n'y a pas de raison qu'il y ait des consensus. Du coup, moi, j'ai envie de dire que, en l'espèce, on a besoin, d'une part, de la part de la majorité et du président de la République, de la sincérité, des garanties, et de la part de l'opposition, on a besoin de la responsabilité. La responsabilité et la sincérité pourraient nous permettre, une bonne fois pour toutes, d'avoir des consensus majeurs comme le code électoral dit de Kebambe, qui nous permettrait de régler une bonne fois pour toutes des problèmes politiques. Après, j'en reviens au concept, au dialogue national. S'il est national, là, ce serait intéressant qu'on permette à chaque Sénégalais, idéalement, ou au moins au corps constitué, aux représentants des corps professionnels, aux étudiants, de poser sur la table les problèmes majeurs. Qu'on ouvre via, je ne sais pas si ce sera dans les préfectures ou dans les gouvernances, une sorte de recueil des contributions où chaque Sénégalais qui se sent avoir quelque chose à dire et qui mériterait d'être remonté au niveau de l'autorité puisse le faire. Alassane, aujourd'hui au Sénégal, il y a des problèmes, mais extrêmement, qui se posent avec beaucoup d'urgence et d'acuité. L'environnement, par exemple. Regardez, on est dans un bel immeuble, on a une très belle vue dans le Dor, mais il y a un nuage de poussière qui nous entoure, il n'y a aucune harmonie des constructions, il y a le foncier, il y a la prise en charge de la sécurité, les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on va faire de ces problèmes? Est-ce qu'on va toujours être dans l'entre-soi où les politiciens vont venir, tiens, libéral, ma Khalifa Sall, je participe à ton dialogue? Il faut être plus sérieux que ça. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, il faudrait que les hommes politiques sachent que ce pays ne leur appartient pas. Il faudrait que tous les Sénégalais se disent que les gens auxquels ils ont donné mandat et qui parlent en leur nom leur doivent des comptes. Et qu'en conséquence, s'ils ne le font pas, aujourd'hui, si le dialogue doit être national, et c'est vrai, les handicapés, les artistes, les étudiants, les travailleurs de la santé
doivent venir et doivent se faire entendre parce que aussi à leur niveau, ils ont des problèmes qu'ils doivent pouvoir mettre sur la table. Il y a d'autres problèmes comme je pense comme ça au problème de la Casamance, la dépolitisation de l'administration. Ce sont des choses qu'il faudra qu'on aborde. Aujourd'hui, l'administration sénégalaise est hyper politisée. Ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Dans toutes les administrations, c'est rare aujourd'hui d'aller dans une administration publique où le directeur général n'a pas une casquette politique. Qui a une casquette politique défend forcément des intérêts partisans. Donc, à mon sens, il faudrait que les gens règlent ce problème de concept, qu'ils nous disent que le dialogue, et je crois que les Sénégalais le souhaitent ainsi, n'est pas politique, que c'est un dialogue national avec plusieurs volets, dont un volet politique. On permettra aux politiciens, comme d'habitude, de se parler entre eux, peut-être de ne pas s'entendre comme d'habitude, mais au moins que les Sénégalais qui ont des problèmes qui sont urgents et dont ils souhaiteraient avoir des solutions puissent les faire remonter à l'autorité et attendre légitimement de sa part qu'il les prend en charge de façon efficace. Oui, Khadim, au moment où nous sommes dans un monde aujourd'hui perturbé par la guerre commerciale entre les Américains et les Chinois, où l'éducation et l'économie est au cœur des batailles pour le futur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Sénégal, être là entre politiciens, parler de fichiers électoraux, si c'est important, c'est vrai, et parler des questions qui ne touchent pas la vie des Sénégalais, les problèmes auxquels ils sont confrontés, réfléchir sur l'avenir du pays, est-ce que c'est efficient tout ça? Mais c'est ça le grand problème au Sénégal. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut qu'on imagine les hommes politiques de demain. Aujourd'hui, on est dans un monde en perpétuel changement. Et je me dis que si on accepte ce que les Occidentaux nous ont enseigné, la civilisation, c'était la Grèce, après l'Europe. Après l'Europe, c'était l'Amérique, après c'est l'Asie. Donc les gens pensent que l'avenir, c'est l'Afrique. Mais est-ce que ça va être avec les Africains? Le grand problème, c'est à ce niveau. Si on continue d'avoir malheureusement des hommes politiques qui ne pensent qu'au mandat, qu'à la gestion de la chose publique, parfois politique tous les jours, fichier électoral, après on va laisser libération, détournement. En fait, on est dans un perpétuel recommencement. Je vous dis, c'est-à-dire que les hommes politiques... Certains se demandent si on n'est pas dans une sorte de deal politique. Mais je vous dis une chose, Alassane, si Mamadou Dia ou Senghor se réveillait en 2019, il ne va pas se dépayser. C'est les mêmes hommes politiques, c'est les mêmes coups politiques, c'est les arrestations, libérations, négociations. Avant les élections, on prend... En fait, on arrête, on négocie, après les élections, on libère, après on s'engraisse entre... Moi, je pense qu'il faudra que les hommes politiques un tout petit peu arrêtent, et parce que le Sénégal aujourd'hui est dans une situation exceptionnelle. Exceptionnelle. Et la responsabilité du président en place est extrêmement importante. Je pense que le président en place, le président Macky Sall, c'est un jeune président. Il lui reste 5 ans, et après ces 5 ans-là, il sera là. Je pense qu'il faut qu'il commence à penser à des décisions transmandatures. Il faut qu'il commence à penser à des choses qui vont protéger le Sénégal. Mais sur tous les plans, moi je pense que si on continue, au lieu de régler les problèmes du Sénégal, les problèmes de société, les problèmes d'éducation, les problèmes même de l'histoire de notre pays, les problèmes de nos ressources, et on va se focaliser simplement sur les questions politiques. Les hommes politiques, tous les jours les hommes politiques. Mais tout est politique dans ce pays. À un moment donné, mais tout est politique. Et bon, qu'est-ce qu'on peut gagner avec ça? Absolument rien du tout. Et je vous dis une chose, ce qui est sûr et certain, c'est que ce dialogue-là va juste entraîner une libération de certains et un décalage des... Mais quelle est la légitimité même de ceux qui font ce dialogue? C'est ça le problème, c'est le grand problème. Mais le problème, c'est quoi? Si l'exécutif veut faire quelque chose, l'essentiel, c'est d'avoir cela. Maintenant, il y a un prix à payer. On est dans le monde des affaires, il y a un prix à payer. Les hommes politiques aussi sont dans le business. Qu'est-ce que je dois donner pour avoir ça? Si maintenant le président de la République a mis en place son fast track, si d'ici une semaine, il va faire 100 jours, on n'a pas encore vu la structure du fast track, la charpente, on ne sait pas maintenant, il ne reste que 5 ans, il a perdu presque 5 ou 6 mois. Maintenant, le parrainage des élections locales, ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que ce n'est pas une façon de gagner du temps? Ah, mais c'est sûr. Parce que s'il y a les parrainages pour les élections locales, ça va prendre beaucoup de temps.
Après les élections, ainsi de suite, après les élections législatives, quand est-ce qu'il aura le temps de donner une comment dirais-je, orientation claire? On n'a plus le temps. Donc, il a intérêt à ce que, quelque part, qu'on décale ces élections locales-là jusqu'en 2022-2023. Et aussi, pour essayer de voir comment faire pour mettre en place son système. S'il doit trouver un dauphin, il est obligé de préparer ce dauphin-là 1 an, 2 ans avant d'organiser une élection. Donc au fond, ce dialogue-là est une sorte de manœuvre entre politiciens pour prendre en otage un pays qui demande aujourd'hui à ce qu'on s'occupe de lui. Ça nous permet d'aller dans le deuxième point de notre débat concernant ce qui s'est passé aujourd'hui à Tambacounda, où de plus en plus il y a une violence contre les femmes qu'on note. Le débat qui s'est posé, certains même commencent encore à reparler de la peine de mort ou pas de la peine de mort. Est-ce qu'au fond, ces genres de questions qui sont abordées par la classe politique ne sont pas très superficielles par rapport aux réalités du pays, aux problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais qui demandent des solutions? Je l'ai dit, hein, je crois que si c'est un dialogue politique, ça n'intéresse personne. Parce que les politiciens dans ce pays, Khadim a raison de le dire, depuis 1960, on prend les mêmes et on recommence. Les mêmes problèmes reviennent sur la table, les mêmes chimères sont là, on invente des solutions, mais au fond, jamais les problèmes des Sénégalais ont été sérieusement pris en charge. Et c'est intéressant de faire la corrélation avec la problématique de la peine de mort, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal et surtout ses hommes politiques, parce que je dis ces hommes politiques parce que quand on regarde ailleurs dans le monde universitaire, dans le monde sportif, les Sénégalais donnent le meilleur visage du Sénégal, parfois, et voire très souvent. Mais quand on regarde les hommes politiques, ils sont absents de tous les grands enjeux mondiaux. L'environnement, la sécurité, la place du Sénégal dans la dynamique africaine, la place du continent dans les grands débats internationaux. L'Afrique a toujours été, et le Sénégal y compris, un enjeu, un objet, jamais un acteur. Il est temps, et moi je ne crois pas qu'il faille se résigner, quoique le tableau soit très sombre. Aujourd'hui, on a un pays essentiellement jeune, et je crois que la jeunesse commence à prendre conscience que la classe politique qui est là et qui se renouvelle depuis 1960 n'est pas celle qui nous permettrait de régler définitivement nos problèmes et de faire un bond qualitatif et de placer le Sénégal dans la carte des pays non seulement émergents, mais qui ont réussi à construire une identité en symbiose avec leur culture, leur passé, mais également qui peuvent se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, ces véritables questions qui se posent ne sont pas, j'ai pas l'impression que ça soit le plus grand intérêt de la classe politique. Et l'exemple qui me vient en tête, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques semaines, lorsque le nouveau gouvernement a été nommé, on voit le nouveau ministre de l'Environnement faire une visite dans une usine où 500 tonnes de déchets toxiques sont stockés. Personne n'en parle. Aujourd'hui, quand on va dans les hôpitaux, on voit tous les bébés qui on n'a pas vu l'action après la visite. Non. Est-ce qu'il y a eu on ne sait pas. On s'est débarrassé de ces déchets ou pas? On préfère ensuite parler du fast track du président, des choses qu'il aurait du premier ministre qui est enlevé, des choses qui n'ont aucun impact. On nous vend une efficacité de l'action publique, mais c'est faux. L'action publique, tout le monde sait comment elle peut être efficace. Il ne s'agira que de la volonté politique d'effacer toutes ces institutions qui ne servent absolument à rien et où l'on met beaucoup d'argent alors qu'à côté subsistent des problèmes. Et pour revenir à votre sujet de la peine de mort, moi personnellement, je crois que le problème ne se pose pas en termes de faut-il rétablir la peine de mort ou ne pas la rétablir. Et d'ailleurs, avant tout, je salue la mémoire des victimes de Madame Binta Camara, mais également les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans ce pays, qui décèdent du fait d'agressions, de viols, de traumatismes. Qui sont moins médiatisés. Dont personne ne parle et qui n'ont pas la chance d'avoir un parent dans l'appareil d'État qui puisse permettre de donner une tonalité à leur souffrance. Donc, je salue également la mémoire de ces victimes. Donc, pour moi, c'est un problème qui se pose en termes d'efficacité. Nous, les juristes, on aime bien les problématiques. Je la déclinerai ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, le rétablissement de la peine de mort
permettrait d'empêcher la commission d'infractions criminelles? À cette question, je répondrai non. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde en droit pénal, la sanction a deux vertus. Une vertu dissuasive, d'empêcher d'autres personnes de faire le même acte, mais aussi une vertu utilitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la peine de mort pourrait permettre d'empêcher la commission d'infractions criminelles? Si on regarde la carte des pays du monde, ce n'est que 4 pays qui concentrent 90% des exécutions. Et dans ces pays-là, on peut regarder, parce que parfois, il est bon quand même, dans des problématiques pareilles, de voir la réalité des chiffres, des statistiques. Dans ces pays-là, le baromètre criminel ne descend pas. Au contraire, chaque année, il y a encore plus d'exécutions. Encore plus d'exécutions. Et dans le contexte sénégalais, je ne crois pas que la personne qui commet une infraction criminelle, je ne pense pas que son souci premier soit la crainte de Dieu, ni par ailleurs la peur de la mort. Mais c'est parce que celui qui commet l'infraction, quel qu'il soit d'ailleurs, délictuel, contraventionnel, criminel, a la certitude qu'il ne va pas être pris. Ce n'est pas parce qu'il a peur de la mort, mais parce qu'il a la certitude de ne pas être pris. Et du coup, aujourd'hui, on est dans l'émotion, il y a du populisme, mais aujourd'hui, ramener la peine de mort n'empêcherait pas, j'en suis persuadé, d'arrêter cette folie collective qui nous a prise d'agresser, de violenter, d'être incivil, de rater des bases préliminaires de la vie en société. Donc pour moi, ça n'a aucune utilité ni aucune efficacité, d'autant plus que je vais en arrêter là pour laisser la parole à mon collègue. Aujourd'hui, ces peines-là, pour l'essentiel, sont punies de peines d'emprisonnement qui condamnent à mort la personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller en prison, mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est en prison, ne serait-ce que pour un moment déterminé, je ne parle pas de perpète, mais il est mort socialement. Il n'y a aucun éclat dans son regard, aucune vie, aucune énergie. Donc, par conséquent, si pour ces peines-là, on condamne à perpétuité, finalement, on condamne à mort de façon sociale, parce que la personne n'a plus aucun avenir, alors qu'une prison devait être également un lieu de réhabilitation, où l'on permet à la personne qui est mise en écart temporairement de la société de méditer suffisamment sur son acte pour qu'à sa sortie, qu'on puisse lui permettre, et c'est ça la vocation de l'homme, de regagner la société et la vie collective. Oui, Khadim, la peine de mort dont on évoque dans ce pays concernant ces meurtres-là ou pas, est-ce que la question de fond, c'est pas d'abord dans les maisons, l'éducation d'abord dans les maisons, comment éradiquer la criminalité, la façon dont les gens sont éduqués dans les maisons d'abord pour socialiser les gens. Est-ce que c'est pas l'échec de notre socialisation? Il y a ça aussi, et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les mères du monde, les mères qui sont ici et les mères aussi qui sont au-delà. Alors, je pense qu'on est dans une société, et dans une société, il y a des assassins, il y a des voleurs, il y a des homosexuels, il y a des hommes bien, il y a tout. C'est une société. Et on ne peut pas, dans les pays les plus développés, on trouve les mêmes travers. Voilà. Donc, mais en l'Afrique subsaharienne, le Sénégal a le taux de mortalité, le taux d'homicide le plus faible. On est à 3 pour 100 000. 3 pour 100 000. Donc, c'est un peu faible par rapport aux autres pays. Mais tuer quelqu'un, c'est incompréhensible. Je suis musulman, je suis là pour l'application de la charia. Mais ce que je constate ici, on parle de peine de mort. Il y a une différence entre peine de mort et la charia. On est musulman, appliquons la charia, ça ne me gêne pas. On vole, on coupe ta main, un homme marié qui courtise une autre femme, qui couche avec une autre, qui fornique, on le tue aussi. C'est ça la charia. Maintenant, ici, on va appliquer la peine de mort, mais non, on l'a appliquée pendant 44 ans. On a appliqué la peine de mort pendant 44 ans. On a tué qui? On a tué Abdou Ndafa, on a tué Moustapha Lo. Tous, on les a tués parce que Moustapha Lo a voulu tuer Senghor, Abdou Ndafa a tué Demba Diop. Donc tout est politique. Vous voyez, même les morts, c'est autour de la chose politique. C'est une arme qu'on donne aux hommes politiques qui sont super puissants. Et depuis de 1967 à 2004, il y a eu des assassinats, il y a eu des homicides, on n'a plus fini. Alors, est-ce qu'on l'a appliqué?
On ne l'a pas appliqué. Et donc, Abdoulaye Wade a eu le courage de l'enlever, simplement parce que c'est une loi qui est là. Abdou Diouf a tout fait pour ne pas l'appliquer. Wade a dit que bon, il vaut mieux l'enlever. Donc moi, je pense que le problème, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que les gens, les criminels, par exemple, le présumé coupable, hein, je ne suis pas un juriste, donc, mais je ne parle pas du présumé innocent, mais du présumé coupable. Mais ce monsieur-là, avant même son jugement, il devait rencontrer un psychiatre parce qu'on a besoin de savoir son profil. Parce que le gars est dangereux. Ces questions ne sont pas prises en charge. Ah, mais c'est ça le malheur. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le profil psychologique, mais nous sommes tous en danger en tant que père de famille. Parce que le problème de viol, le problème de meurtre, tous ces problèmes-là, mais c'est avec des gens, voilà, c'est l'oncle truc là, oncle Saï, c'est le cousin, c'est le... Mais quand même, c'est problématique. Donc il faudra qu'on commence à définir les profils des violeurs, les profils des meurtres, des assassins, ainsi de suite. Parce que moi je pense que au Sénégal, à la mort de Oulay Mané, bon, quand Oulay Mané a eu un problème, tout le monde se levait. Quand il y a un Sénégalais aussi, une Sénégalaise qu'on devait tuer en Arabie Saoudite, Mbayang, tout le monde veut protéger Mbayang. S'il y a... Mais ça dit que il faut qu'on fasse attention sur ces grandes décisions. On l'a appliqué pendant 44 ans. Ce sont les crimes politiques qui ont été sanctionnés par la peine de mort. Et moi, je pense que les hommes politiques ont trop de pouvoir. Si maintenant, tous ces pouvoirs-là, c'est juste pour permettre aux hommes politiques aussi d'user encore et d'abuser de ce pouvoir-là, ça pose problème. Parce qu'au Sénégal, je vous raconte le cas de Moustapha Lo. Quand Moustapha Lo a voulu tuer Senghor, Senghor l'a arrêté. Mais les grands marabouts de ce pays ont allé demander à Senghor de lui pardonner. Qu'est-ce que Senghor les a répondu? S'il me tuait, s'il avait atteint son objectif, je ne serais pas ici. Je vais lui donner une leçon. Pour vous dire que si c'est ton ami ou c'est ton parent, tu vas aller demander pardon pour celui-là. Donc moi je pense que c'est dur, c'est difficile et nous présentons nos condoléances aux parents de Bintou Camara. C'est extrêmement dur, c'est extrêmement difficile. Mais je pense que pour moi aussi c'est trop facile même de tuer l'assassin. Parce qu'il ne va pas souffrir. Il va souffrir juste 1 heure, 2 heures, après il est mort. Rester en prison à vie, pour moi, c'est la plus grande souffrance qu'on peut donner à quelqu'un qui fait du mal. Comment on peut faire du mal à une femme? Moi, c'est ça mon grand problème, c'est ça. Comment on peut faire du mal comme ça, d'une manière aussi simple? Après, on te tue, c'est fini. Mais si tu fais perpète, ah non, ça c'est la plus grande leçon et tu vas donner une leçon aux jeunes prisonniers qui te trouveront là-bas. Bon, moi je ne suis pas d'accord pour la peine de mort. Si c'est pour la charia, je suis parfaitement d'accord. Mais on n'a pas le droit de piocher les choses qui nous intéressent dans la charia et on dit qu'on l'applique. Oui, pour avancer, le troisième point de notre débat, c'est cette idée lancée par Pierre Goudiaby Atepa qui parle de la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium. Il dit qu'au Sénégal et dans la sous-région, qu'on peut financer notre développement si les ressources du pays et de la sous-région sont exploitées à bon escient, transformées sur place, parce que le Sénégal devient un pays pétrolier gazier, de plus exporter notre minerai. Aujourd'hui, cette question posée par Pierre Goudiaby Atepa, rejoint par la société civile et surtout aussi les privés sénégalais, est-ce que c'est une donne fondamentale pour faire changer les choses? Je ne sais pas si c'est une donne fondamentale pour faire changer les choses, mais je me dis très simplement, en tant que profane en économie, si ça marche, tant mieux. Si ça marche et si ça permet d'améliorer les conditions de vie des Africains, des Sénégalais, tant mieux. Tout ce qui, de façon sincère, est initié pour permettre aux femmes et aux hommes de ce pays, de ce continent, d'avoir, pour reprendre la formule d'Amartya Sen, une vie qui a de la valeur à leurs yeux, je suis OK. Je note toutefois que Pierre Goudiaby Atepa est quelqu'un de très volontaire, qui a beaucoup d'audace. Mais quand on parle de route de l'acier et de l'aluminium, j'ai envie de me poser une question. Comment il va financer tout ceci? Parce que dans nos contrées, quand même, les ressources, pour l'essentiel, appartiennent à l'État. Comment il va gérer ça? J'ai entendu parler de partenariat public-privé.
comment il va gérer ces contrats qui sont sur le plan juridique extrêmement compliqués à monter et sur le plan de la mise en œuvre extrêmement difficile à réaliser. Et je note autre chose aussi, peut-être Khadim Bamba Diagne va nous éclairer. Je crois que l'acier et l'aluminium peuvent dépendre des matières premières, n'est-ce pas? La volatilité des prix des matières premières, comment on va gérer ça? Et pour finir, je note que Pierre Goudiaby Atepa, comme je l'ai dit tantôt, est quelqu'un d'audacieux, mais que très souvent, les idées qu'il a pu mettre sur la table n'ont pas trouvé, disons, de déclinaison pratique. Je me souviens de son projet de caravane fiscale, voilà, où il a voulu transformer l'île de Caravane en paradis fiscal, oubliant que on ne peut pas, dans un territoire unique, déclasser une partie pour en faire un paradis fiscal. Je note aussi qu'il avait eu tantôt des idées, je crois, des ordinateurs pour des journalistes ou pour les étudiants. Et jusqu'à présent, je ne crois pas que ces idées-là ont trouvé de déclinaison pratique. Mais, comme je l'ai dit, si ça marche, tant mieux. Mais je suis un peu dubitatif quand même par rapport à ce projet, en raison justement de la mainmise de l'État sur les ressources publiques et surtout du fait que tout ce qui est matière première quand même est assez inconstant en termes de prix. Khadim Pierre Goudiaby dit que dans un rayon de 960 km de Dakar, il y a plus de 27 milliards de tonnes de minerai de fer qu'avec le gaz découvert, le Sénégal peut l'exploiter avec aussi les pays de la sous-région, créer des conditions pour transformer les minerais sur place, créer des industries, industrialiser nos pays parce que c'est la seule voie du développement. En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec lui et je complète la pensée de Yamar. Vous savez, ce que j'apprécie avec les idées de Pierre Atepa Goudiaby, c'est qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est le seul. Malheureusement, il n'a pas participé à l'élection présidentielle et il continue à discuter sur ses idées. Et c'est extrêmement important. Vous voyez, quand on fait une analogie, on remonte à la mise en place de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne était économique, c'était une union économique avant d'être politique. Vous savez, les deux guerres mondiales, en fait, la cause profonde de toutes ces deux guerres, c'est l'acier et le charbon. Robert Schuman, en 1952, a dit que plus jamais de troisième guerre. La meilleure façon d'éviter une troisième guerre mondiale, c'était de mettre communauté économique du charbon et de l'acier, européenne du charbon et de l'acier. Si les Français et les Allemands se partagent le charbon et l'acier, il n'y aura plus de guerre. CECA a donné naissance à la communauté économique européenne, qui a donné naissance à l'Union européenne, qui a donné naissance à la monnaie européenne. Donc l'Union européenne a été économique avant d'être politique. Nous, malheureusement, notre union a été politique avant d'être économique. Alors, si Pierre Goudiaby propose une union économique, pour moi, dans tout le plan Sénégal émergent, tous les débats du plan Sénégal émergent, c'est la transformation structurelle. Aujourd'hui, il y a combien de voitures à Dakar ou bien au Sénégal? Mais le Sénégal pouvait avoir une entreprise négociée avec Toyota, BM ou bien une grande compagnie pour monter des voitures ici. Nous allons le faire. C'est-à-dire que quand vous avez une matière première, et vous avez les moyens, parce qu'on pense d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, commencer à exploiter du pétrole, nous allons avoir des ressources financières. Mais ces ressources financières-là, les gens pensent que c'est beaucoup d'argent. Si vous faites l'addition des ressources financières que nous allons tirer du pétrole, plus le PIB du Sénégal, on ne va même pas être au niveau de la Côte d'Ivoire, du PIB de la Côte d'Ivoire exactement. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Les hommes politiques peuvent nous raconter du n'importe quoi, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. La richesse, c'est quoi? Comment utiliser ces ressources tirées du pétrole pour la transformation structurelle de notre économie. On doit arrêter au Sénégal de vendre des produits primaires. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas vendre des fruits et acheter des jus. Mais ça veut dire quoi? On a du fer et nous tous, combien de tonnes de fer on utilise par jour? Regardez les voitures que nous avons, c'est du fer. On a même du mal, les voitures qui sont... C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'usine qui transforme.
Si on vend ce fer-là aux Turcs ou bien aux Allemands, Le fer du Falébé. voilà, on va prendre. Certaines sources disent que le fer du Sénégal pourrait être vendu aux Turcs. Ah, c'est très dangereux. Le président n'a pas le droit de le faire. Parce qu'une fois qu'on a des ressources financières, on n'a plus besoin des institutions financières internationales pour qu'ils nous disent voilà comment vous allez financer votre argent. On a besoin d'un président qui a une vision très claire. Voici les ressources que nous allons tirer de ces ressources, des ressources naturelles. Et voilà comment on va les investir dans des secteurs qui ont besoin d'une main-d'œuvre bon marché. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas le segment qui a un problème au Sénégal, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, des gens qui n'ont pas de formation. Et donc, il faudra qu'on cherche... Il faut former. Voilà, et chercher aussi des métiers ou bien un travail qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, l'exploitation du fer, l'exploitation de toutes nos ressources, c'est le cas du Botswana. Vous savez, au Sénégal, on passe tout notre temps à prendre l'exemple de Rwanda. Mais je ne sais pas pourquoi on prend l'exemple de Rwanda. On est mieux que le Rwanda partout. On est démocratique, on est plus riche que le Rwanda et on est plus démocratique que le Rwanda. Le Rwanda est plus propre que nous parce que simplement il y a un dictateur qui dicte sa loi. C'est seulement ça. Mais Botswana a arrêté d'exporter son diamant. Maintenant, il transforme son diamant à l'intérieur. C'est le pays le plus riche d'Afrique en termes de PIB par tête. Parce qu'à un moment donné, le pays l'a fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais des hommes politiques se sont dit que maintenant, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on transforme nos propres biens. Il faut qu'on fasse de Botswana le pays où on identifie même les diamants. Aujourd'hui, dans le monde, c'est là-bas où on identifie les diamants de qualité. C'est maintenant la boutique qui permet à toutes les grandes entreprises qui travaillent sur ce métal-là, sur cette pierre du moins, de venir acheter. Et la plus grande école de diamants aussi est en train d'être construite au Botswana. Malheureusement, si on continue à vendre les ressources naturelles, les ressources, le fer ou bien même notre arachide, on va continuer toujours à acheter des produits finis. Il est temps qu'au Sénégal, qu'on commence à négocier avec les grandes entreprises de fabrication de voitures pour avoir au moins une entreprise au Sénégal. Combien de voitures on achète? Aujourd'hui au Sénégal, il y a des gens qui conduisent leur voiture pendant 15 ans, 20 ans. Mais s'il y avait une grande entreprise, comme en France, tu conduis la voiture pendant 5 ans, 6 ans, tu remets la voiture, on te donne une voiture neuve, ainsi de suite. Pour l'environnement qui tient à cœur, on protège l'environnement, on va se dégager de tous ces épaves-là à gauche et à droite. Donc pour moi, il y a un problème. Atepa a donné une idée. Malheureusement, Schuman était le ministre des Affaires étrangères de la France. Alors, cette idée est bonne et pertinente, mais est-ce que l'État, les hommes politiques que nous avons au Sénégal, est-ce qu'ils vont prendre ces idées-là? Justement, c'est une question qui est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, notre classe politique est assez libre pour prendre ces décisions de transformer nos produits sur place, de ne pas les exporter, de créer des emplois, de créer des entreprises ici au Sénégal, avec cette mainmise occidentale, quelque part française sur l'économie sénégalaise? Ah, Alassane, l'Occident et nous, c'est une très longue histoire. Vous savez, quand la problématique de l'indépendance s'est posée, François Mitterrand avait eu une belle phrase malheureuse pour dessiner les rapports futurs entre la France et ses anciennes colonies. Lorsqu'ils ont compris que l'indépendance était inéluctable, qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Bandung, une élite nouvelle, il a dit, bon, écoutez, octroyer l'indépendance aux pays africains, c'est partir pour mieux rester. Pour mieux rester. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand on regarde la carte de l'économie française, de l'économie sénégalaise, lapsus révélateur, ils sont là, ils sont restés, ils sont très bien restés. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce genre de problème, comme vient de l'exposer mon collègue, que j'aimerais entendre les hommes politiques soulever et mettre sur la table. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de la transformation structurelle de l'économie sénégalaise? Comment mieux répartir les richesses de ce pays? Parce que quand même ça aussi c'est un véritable problème. Aujourd'hui, l'essentiel des richesses sénégalaises sont concentrées à Dakar. Concentrées à Dakar entre les mains mais d'une petite bourgeoisie
alors que l'écrasante majorité des Sénégalais qui contribuent parce qu'ils achètent dans les boutiques, ils payent le duty, ils payent ceci, ils payent cela, contribuent à alimenter les caisses de l'État. Mais ils ne voient pas la couleur de l'argent, ne voient pas en quoi cet argent qu'ils contribuent à la caisse de l'État leur permet en retour de voir des infrastructures de qualité dans leur terroir. Ça n'existe pas. Donc pour moi, il faudrait que la classe politique sénégalaise ait la liberté, l'État naturellement, s'il y a une bonne idée, comme celle qui semble l'être de Pierre Goudiaby Atepa, de pouvoir se l'approprier, de discuter avec lui de la mise en œuvre. Personnellement, ça ne me gêne pas et je ne pense pas que ça gêne quelques personnes que ce soit. Justement, Khadim Bamba Diagne, le problème, c'est pas aujourd'hui que la classe politique sénégalaise ne pose pas souvent les vraies questions de souveraineté économique, de transformation de nos ressources. Elle parle plus de ses intérêts politiciens que de parler de l'économie, des questions de fond. Comment libérer, entre guillemets, ce pays de la mainmise des puissances étrangères sur son économie. Comme le disait l'autre, les hommes les plus avides de pouvoir sont les mieux placés pour l'obtenir et les moins faits pour l'exercer. C'est que le grand problème, c'est à ce niveau. Il y a des hommes politiques qui prennent vraiment la chose au sérieux, qui pensent vraiment qu'il faut qu'ils travaillent pour sortir ce pays-là du sous-développement. Nous sommes un pays, la mondialisation est une chance pour les uns et une menace pour les autres. Et je pense que l'homme politique actuel, comme je vous dis, il faut qu'on réinvente nos hommes politiques. Il faut que l'homme politique puisse comprendre que l'Afrique est l'avenir. Mais cet avenir-là, si on ne fait pas attention, ça ne va pas être avec les Africains. Les gens viennent mais regardez toutes les grandes surfaces qui sont là. Mais parce que l'Europe aujourd'hui est en train de perdre presque tous ses marchés. La Chine a mis une stratégie, les Américains aussi avec Donald Trump. Trump est venu American First, c'est pas son problème le reste. Je ne suis pas dans le Sénégal First ou Sénégal deuxième ou troisième, mais je suis juste dans une logique où nos hommes politiques doivent penser pour le Sénégal, surtout pour le Sénégal de demain. Avec le manque de consensus sur ces questions essentielles. Mais on ne pose pas ces questions, Alassane, on pose des questions libérer X, libérer Y, libérer Z. C'est pour cela quand on parle de dialogue politique, ça pose problème. Un dialogue national, politique, économique, social, comme l'a dit Yamar, culturel. Mais le dialogue même religieux dans ce pays-là, on doit poser ces dialogues-là. Maintenant, si on veut simplement... Mais Alassane, comment vous imaginez le Sénégal en 2040 ? Qui en parle aujourd'hui ? Le Sénégal en 2005, qu'est-ce qu'on veut ? Quel type d'étudiants on veut en 2050 ? Quel type de jeunes on veut en 2050 ? Mais qui en réfléchit ? Personne. Nous, on est le pays de Yalla Barna, on avance en 2030, comme c'est ça, bon, Yalla Barna, voilà, ainsi de suite. Mais en 2050, on doit préparer le Sénégal de 2000. Quand Deng Xiaoping, en 1979, a libéré la Chine en disant que je ne m'intéresse plus à la couleur du chat, l'importance qu'il a, c'est qu'il attrape la souris. 20 ans après, la Chine a commencé à frapper les souris. Mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, la Chine impose les routes de la soie partout. On n'y peut absolument rien. Maintenant, nous, quelle est la politique intérieure du Sénégal ? Une politique où, Alassane, si vous prenez le taximan va vous dire clairement en 2050, voilà là où nous voulons aller. Donc à partir de ce moment, j'ai une fois aimé quand on faisait le pont qui se trouve à Grand Yoff. Sénégal 92. Sénégal 92. Quand on a levé le pont, il y avait un journaliste qui posait à une dame qui vendait des fataya, oui, si on enlève le pont, qu'est-ce que vous allez faire ? Mais la dame lui a répondu lui a servi une réponse qui reste dans ma tête. Oui, je ne serai plus là, c'est clair, mais il y aura quelque chose qui va servir tout le monde. Pour moi, ça ne me gêne pas. Je dis aux journalistes, tu viens de recevoir une très belle leçon. Et c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on construit une société. Mais il faudra que l'homme politique nous montre en 2050 quel Sénégal nous voulons, quel type de Sénégal nous voulons en 2050. S'il n'y a pas cette réflexion-là, je suis perdu d'avance. Yamar, tu penses que cette classe politique-là est capable de cela ? La classe politique actuelle, je ne sais pas trop. Je suis assez mitigé parce que dans cette classe politique actuelle, malheureusement, elle pourrait se classifier en 2 ou 3 parties. Il y a celle dont parle M. Diagne, qui est là depuis 1960 et dont il est temps qu'il nous permette à nous jeunes
De respirer. De pouvoir quand même montrer qu'on a quelques compétences à mettre au service de notre pays. Il y a l'autre classe intermédiaire qui est là, qui a raté une partie de son passé et qui veut se rattraper dans l'avenir. Pour celle-là, pour l'essentiel, ils ont déjà été aux affaires et souvent ils n'ont pas... En tout cas, depuis tout le temps qu'a duré leur exercice du pouvoir, on ne se souvient pas de quelques mesures que ce soit qu'ils ont prises et qui a pu affecter de façon qualitative la vie des Sénégalais. Et il y a la dernière catégorie qui est une nouvelle classe politique. Je crois que celle-là, si on leur laisse l'opportunité, pourrait peut-être comprendre les enjeux de l'heure. Et nous le souhaitons tous, changer les choses à Alassane Samba Diop. Voilà, Yamar Samb, merci infiniment. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à Khadim Bamba Diagne, directeur scientifique de l'AREM, laboratoire de recherche économique et monétaire à l'UCAD. À la technique, Aliou Diassé était au son. Digital, Sandra. Caméra, Augustin Manga, Célé Diallo. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci et bon dimanche à tous.